Bonjour, bienvenue sur la chaîne d'actualité internationale, abonnez-vous pour ne rien rater. Le FMI prévoit un chômage massif et une baisse de 3% du PIB mondial pour 2020, 5,9% aux États-Unis et 7% dans la zone euro. Les flux commerciaux internationaux diminuent, tout comme les mouvements internationaux de personnes et de capitaux. Parler de mort de la mondialisation dans le sillage du coronavirus est prématuré. Mais le virus révèle des faiblesses systémiques connues et renforce les fissures mises à nu par la crise financière de 2008. La manière dont nous réagissons est cruciale. Si nous continuons à faire de la mondialisation un bouc émissaire, nous aggraverons la crise, mais si nous partageons plus équitablement les bénéfices du progrès technologique et de la mondialisation, la pandémie pourrait être un moment décisif qui déclenche la coopération, une occasion d'améliorer la gouvernance de notre monde globalisé et de préserver ses acquis. L'une des réponses internationales à la pandémie a été l'explosion de la demande d'équipements médicaux et la multiplication des restrictions à l'exportation. Ce fut un spectacle effrayant. Les membres de l'UE et les États-Unis, entre autres, ont restreint les exportations pour garantir l'approvisionnement en produits essentiels. Si ces mesures à court terme ne sont pas illégales, elles sapent la coopération et empêchent les fournitures essentielles d'aller là où elles sont le plus nécessaires. Lire aussi, coronavirus, les exportations chinoises s'effondrent. La crise coronavirus confirme ce qui était clair depuis un certain temps, la scène internationale est toujours une sorte de no man's land. En dépit des préconisations de l'Organisation mondiale du commerce et de ses règles régissant le commerce international, les récents droits de douane appliqués aux États-Unis et les revendications aléatoires de sécurité nationale ont montré à quel point notre régime commercial dépend de la volonté des principaux acteurs de respecter ces règles. Sans leur coopération, les organisations internationales ont un pouvoir limité. Malgré les appels au resserrement des liens dans le sillage du virus, il ne faut pas oublier les gains réels de la spécialisation de la production que le commerce international rend possible. Des biens de plus en plus nombreux et de moins en moins chers sont produits lorsque les pays exportent ce qu'ils savent le mieux faire, la part du gâteau est plus grande. Le commerce international a permis à des millions de personnes de sortir de la pauvreté en Chine, en Inde et dans d'autres économies émergentes. Le rapatriement de la production n'est viable que pour un ensemble limité de biens qui dépendent d'une livraison en temps voulu, de l'évolution des préférences des clients ou pour lesquels l'automatisation peut remplacer la production délocalisée. Pour les multinationales qui dominent le commerce international, il est plus logique de maintenir plusieurs lignes d'approvisionnement à l'étranger et de diversifier les risques que de débarquer et de mettre tous leurs œufs dans le même panier. Un retour au nationalisme et à l'autarcie n'est pas la solution. Contrairement à la crise financière de 2008, la crise actuelle ne se résume pas à un assèchement de la demande. Avec les travailleurs malades et la distanciation sociale, le virus affecte aussi directement l'offre de l'économie. Tant que le risque sanitaire est réel, il y a des limites à ce que les gouvernements peuvent faire pour stimuler la demande. Tant que les gens ne peuvent pas se rassembler, la politique fiscale, y compris les dépenses publiques, et la politique monétaire, les actions de la Banque centrale, sont nos principales lignes de défense. Après avoir pris en charge les besoins médicaux immédiats, elles doivent fournir des liquidités, maintenir les entreprises à flot et permettre aux citoyens de subvenir à leurs besoins. Cependant, les politiques fiscales et monétaires sont avant tout des outils nationaux, et les avantages communs dépendent de la coordination internationale. Les banques centrales du monde entier ont abaissé les taux d'intérêt. À plus grande échelle qu'auparavant, elles achètent des actifs financiers pour faire baisser le coût des emprunts. Ces interventions sont techniques, rapides et guidées par des experts. Lorsque de nombreuses banques centrales fournissent des liquidités, elles se renforcent mutuellement. Malgré cela, on observe une asymétrie croissante. Les capitaux fuient les économies émergentes, ce qui déclenche des fluctuations de devises. Pour les éviter, les banques centrales d'un groupe privilégié d'économies avancées et émergentes coopèrent entre elles. Les monnaies des pays plus pauvres et moins solvables restent donc exposées, car la dépréciation de leur monnaie augmente le coût du service de la dette en devises. En termes de coopération, la politique fiscale, qui consiste à augmenter les dépenses publiques et à réduire les impôts, est encore plus précaire. La politique budgétaire est essentielle,
compte tenu des niveaux d'endettement élevés actuels, la capacité d'emprunter au niveau national peut l'emporter sur ce qui est possible au niveau local, au niveau des entreprises ou au niveau des particuliers. En raison des risques de défaillance, tous les financements ne peuvent être obtenus par le biais de dettes et de prêts supplémentaires, exonération fiscale, chèques aux ménages, allocations de chômage, programmes de soutien à la main-d'œuvre à court terme et subventions aux entreprises sont tout nécessaires. Pour mesurer la difficulté de la coopération fiscale, il suffit de considérer l'Union européenne, seule expérience ambitieuse d'intégration et de collaboration internationale. Plus de dépenses et moins de recettes fiscales signifient des ratios dette/PIB plus élevés. Au sein de l'UE, l'Allemagne, avec moins de 70% de dette par rapport au PIB, dispose d'une grande marge de manœuvre fiscale, tandis que l'Italie, avec 135%, en a beaucoup moins. Il est toutefois essentiel pour l'avenir de l'UE de trouver des financements d'urgence assortis de garanties à l'échelle de l'UE et pas seulement pour les nouvelles dettes nationales. Pour un pays très touché et très endetté comme l'Italie, la lenteur des discussions en cours révèle ce qu'est une coopération difficile. De nombreux pays émergents et en développement sont encore plus vulnérables sur le plan budgétaire. Comme les pays se concentrent principalement sur leurs propres besoins, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale seront leurs institutions de référence, même si les fonds sont limités et les conditions strictes. Le FMI pourrait émettre des droits de tirage spéciaux, ce qui se rapproche le plus de la création de monnaie au niveau international, et faire preuve de plus de souplesse dans la distribution des fonds. Cela pourrait profiter aux pays émergents et en développement situés à la périphérie, mais cela dépendra de la volonté des pays de coopérer.